Merci pour la présentation élogieuse à Philippe, mais je ne suis pas dirigeant à l'ADEPS et je n'ai pas de pouvoir hiérarchique. Simplement engagé comme conseiller expert, au même moment d'ailleurs que Guy l'a été. Il y avait Cédric, où est-ce qu'il est Cédric? Je crois qu'il est parti, Cédric Lehans, mon collègue Didier Matanda qui est là-bas. Donc quand Guy a été engagé à l'administration, nous étions 4 autour de lui. Je ne dis pas de bêtises, ça veut dire Didier Matanda-Keji, Cédric Lehans, moi-même, Raphaël Orban, mon collègue qui n'a pas pu être là pour des raisons d'examen pour les cours généraux à l'ADEPS, et moi-même. Et donc on a été engagé à l'administration sur base, non pas de concours administratifs, etc., mais il y a eu une procédure particulière à l'époque pour nous recruter en tant qu'experts venant du terrain. Et donc, effectivement, tous les partages d'expérience qu'on a eus ce matin ou toute la journée sur l'expérience que vous vivez sur le terrain, nous, on a été engagés à l'administration sur cette base-là et pour essayer de faire un petit peu évoluer les choses, puisque nos titres sont bien de conseiller et pas encore de dirigeant, je ne voudrais pas l'être d'ailleurs. Malgré ça, ben voilà, une de nos missions, lorsqu'on a été engagé, était de réformer la formation des entraîneurs. Guy était plutôt sur la partie réforme, sur la réflexion sur l'encadrement du haut niveau, son subventionnement, la reconnaissance, etc. Et donc le service effectivement auquel j'appartiens avec mon collègue Raphaël, on a commission de réformer la formation des cadres. Et donc lorsqu'on a posé des réflexions à ce sujet-là, on s'est posé pas mal de questions. Et notamment, nous venions du terrain également, moi pas dans le domaine de la préparation physique, mais d'un domaine où la professionnalisation du sport est importante, puisque moi j'ai plutôt le domaine du tennis, donc j'ai travaillé longtemps à la fédération de tennis sur différents projets. Et donc un petit peu comme les préparateurs physiques, il y a le même problème du statut, de la reconnaissance du métier, de la protection, etc. etc. Et donc tous les gens qui étaient autour de nous à l'administration, ben, on avait aussi cette idée-là de réfléchir, ben oui c'est bien beau, on va travailler sur la réforme des formations, mais au bout du compte, pourquoi faire? Et donc quand Philippe nous a sollicité avec Boris, et ben effectivement on a trouvé intéressant d'aborder ce sujet-là, mais surtout dans une perspective multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, de nous associer les conseils de quelqu'un qui est plus à même que nous. Un juriste, c'est toujours important aussi dans une équipe, un médecin, un kiné, etc. Mais aussi un juriste dans notre cas. Et il va vous donner quelques éclairages que je ne pourrais pas, moi, vous donner de manière très pointue, aussi pointue que lui. Alors, on va s'échanger le micro, on va pouvoir travailler ensemble sur les différents points que l'on va évoquer. Et on vous propose d'aborder les points suivants. Alors, c'est un sujet un peu moins sexy de tout ce qu'on vient de parler jusque maintenant. C'est un peu rébarbatif, on va parler de cadre administratif, de réglementation, etc. Mais quand même, on pense que c'est important de savoir dans quelle pièce on joue et comment, surtout, on peut faire évoluer la pièce. Et faire évoluer le scénario ou la production de la pièce. Et c'est un des débats qu'on a beaucoup entendu, notamment à la tribune, avec Carlos, avec Mika et avec Grégoire, où ils ont mis sur la table pas mal de questions sur la problématique de la reconnaissance, de la protection du métier, etc. Et donc, on a voulu faire un petit peu le topo par rapport à ça. Et de suite, je laisse la parole à Marc, qui va vous poser un petit peu le cadre actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Merci Philippe, merci Will, merci aux organisateurs de nous avoir invités. Donc je prends la parole maintenant avec beaucoup d'humilité parce que je pense que je dois être un des seuls dans la salle à ne pas avoir fait éducation physique du tout. Donc je m'en excuse. Même si j'adore le sport, je ne suis pas passé par cette filière-là pour consacrer pour vivre ma passion de manière professionnelle pour le sport. Donc je m'intègre quelque part dans l'énorme champ des métiers du sport, mais qu'on a un petit peu restreint forcément ici pour exposer, vu qu'on s'est concentré sur les métiers du sport, mais en lien avec le terrain, donc en lien avec la dimension pédagogique du sport, parce que c'est sûr que les métiers du sport intègrent également tout ce qui gravite au niveau économique, commercial. On peut penser aux agents de joueurs, on peut penser aux arbitres aussi, on peut penser à tout ce qui commercialise l'équipement sportif. Donc forcément, le thème d'exposé aujourd'hui, c'est restreint au niveau du cadre sportif. Alors forcément, en tant que juriste, on s'est d'abord penché sur les textes, et on était cherché dans les textes en vigueur en communauté française, partout où on pouvait trouver, où on parlait de cadre sportif. Alors la première définition qu'on a trouvée, c'est dans le décret de 2006, qui organise et qui subventionne la reconnaissance du mouvement sportif, donc principalement les clubs et les fédérations traditionnelles qu'on reconnaît, avec une définition qui est celle que vous voyez à l'écran pour le moment. Donc un cadre sportif est une personne employée à des fonctions pédagogiques, techniques et d'organisation sportive. Donc le champ d'application de cette définition est relativement restreint, vu que forcément le cadre lui-même vise essentiellement
la partie fédérale du cadre sportif. On trouve une deuxième définition dans le décret fitness qui a été voté en 2013, qui définit le moniteur comme étant une personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le gouvernement, formé pour encadrer des sportifs afin de permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé. Donc là aussi, on a une définition qui est un petit peu plus complète, toujours centrée autour d'un objectif particulier, vu que là on visait les salles de fitness en l'occurrence, avec une définition qui en découle: l'entraîneur personnel, qui est un moniteur, au sens de l'alinéa précédent, qui fournit dans le cadre de cours de fitness individuel un encadrement personnalisé à un sportif contre rémunération. Voilà, donc ce sont les deux définitions qui existent dans le champ décrétal actuel. Ça vaut ce que ça vaut, ça ne couvre évidemment pas l'intégralité des métiers du sport, ça ne couvre pas non plus l'intégralité des métiers d'éducateurs sportifs. Ça a une vocation plus déterminée, mais elles ont le mérite d'exister, et c'est le champ réglementaire actuel qui existe. Alors effectivement, par rapport à ça, il peut y avoir un ou deux petits commentaires. C'est qu'effectivement, comme Marc l'a dit, vous pouvez, en tant que préparateur physique, réagir au fait, ben voilà, un petit peu de sémantique, qu'est-ce qu'on entend et comment doit-on différencier l'entraîneur personnel du préparateur physique. Et donc on a participé, nous, au groupe de travail qui a conseillé le ministre de l'époque de définir les termes génériques. Et donc déjà, c'est compliqué de définir le champ. Tout à l'heure, on a parlé du champ du kiné, du préparateur physique qui s'occupe de la réathlétisation, du soin, etc. etc. Ben, c'est un petit peu la même chose là. Finalement, on parle de préparateur physique, mais nous, avant ça, on préfère parler d'éducateur physique, parce que finalement, est-ce que le préparateur physique n'éduque pas, ou est-ce que l'éducateur physique ne prépare pas? Je pose des questions. Le coach, etc., etc. Donc effectivement, il faudra peut-être mettre un petit peu d'ordre dans la sémantique par rapport aux termes qui sont employés, et on va faire un petit peu l'exercice tout à l'heure. Alors, comme Marc l'a déjà dit, le cadre sportif a des actions dans le domaine de l'encadrement sportif. Au moins là, ça met le cadre général. D'accord? Donc effectivement, un cadre sportif, et on va voir comment on va pouvoir raffiner la réflexion. Encadrement sportif, eh bien, comme Marc l'a dit tout à l'heure en introduction, effectivement, très vaste répertoire de métiers. Et on va voir ce qu'on entend par métier, parce que chacun d'entre vous, on parlait du terme métier, mais au bout du compte, ça veut dire quoi le métier, en tout cas dans le champ de la littérature belge. Alors, si on consulte la littérature sur ce sujet, je vous laisse lire et prendre connaissance de la définition. C'est là qui nous paraissait la plus synthétique de ce qu'on retrouve dans la littérature à l'heure actuelle. Donc, de retenir qu'un corpus de savoir et de savoir-faire, essentiellement technique, un ensemble de règles morales, vous allez voir qu'on va y venir certainement en fin de l'exposé, une identité permettant de se définir socialement. Je suis préparateur physique, je suis entraîneur, je suis personal trainer, je suis coach, je suis assistant coach, etc., etc. Au bout du compte, c'est un peu, je vais dire la soupe à la grimace, mais c'est plutôt un vaste bouillon où on ne peut pas forcément tous s'y retrouver. Et surtout, une perspective d'approfondir ses savoirs et savoir-faire par l'expérience accumulée. Tout à l'heure, Eric a parlé de l'apprentissage par l'action, le fameux learning by doing. Donc effectivement, lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on développe des savoir-faire. Ça, c'est le terme générique de ce qu'on entend par un métier. En aucun cas, pour le moment, on ne parle encore de rémunération ou quoi que ce soit. Et donc tout à l'heure, quand on a dit, mais oui, mais finalement, les préparateurs physiques, ce n'est pas un métier, eh bien oui, un entraîneur de tennis, de foot, un maître instructeur en équitation, etc., eh bien, dans le cadre de l'encadrement sportif, ils exercent bien des métiers au sens étymologique du terme, au sens lexical du terme actuellement. Donc il ne faut pas se confondre par rapport à ça. Alors, voilà. Le métier se caractérise, je dis que c'était un peu rébarbatif, hein, je préfère moi aussi parler de planification et de charge d'entraînement que de parler de ça, mais bon voilà, c'est pour faire le lien entre le terrain et ce que le regard juridique peut apporter. Le métier se caractérise par une exigence d'apprentissage, une formation initiale tant que continuée, d'accord, qui requiert une qualification, pas forcément un diplôme, ça aussi c'est particulier, qui nécessite de l'expérience et qui entre dans un cadre légal. Et donc actuellement,
Marc va vous en parler dans quelques instants. On va vous expliquer qu'est-ce qu'il existe actuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique, voire même au niveau européen, comme cadre légal concernant effectivement les métiers du sport et plus particulièrement les cadres sportifs à vocation pédagogique. Même si elles se pratiquent sous différentes formes et sous différents statuts, rétribués ou non, les activités de la cadre sportif peuvent être considérées comme un métier. Donc voilà effectivement bien qui scelle le problème. D'accord ? Une action que vous menez, comme on l'a défini depuis toute la journée d'aujourd'hui, on pratique bien effectivement un métier. Le cadre sportif exerce bel et bien une activité sociale définie par son objet, sa fonction, son champ d'action, son savoir-faire ou son art de faire. C'est très clair pour le moment. Donc effectivement, le préparateur physique, même si pour le moment il n'y a pas de reconnaissance ou de protection ou d'accès à la profession, d'accord ? Profession, métier, c'est pas la même chose, exerce bien un métier. C'est important de faire, effectivement, de mettre le cadre, je dirais, lexical par rapport à savoir de quoi on parle. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on allait un peu vous expliquer ce qui se passait au niveau communautaire, puisque la Belgique, c'est excessivement complexe. On est bien sous une compétence communautaire pour le sport, en tout cas concernant la réglementation de l'emploi ou du métier dans ce cadre-là. Vous allez voir que malgré tout, le fédéral a une importance, mais depuis un certain temps maintenant, au niveau européen, eh bien, effectivement, il y a des recommandations en la matière, puisque le sport est devenu une compétence européenne depuis 2009. Et donc, il y a des groupes de travail à la Commission européenne, auxquels j'ai l'honneur de participer pour représenter le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh bien, effectivement, on planche sur un cadre européen des qualifications dans les métiers du sport. Alors, c'est pas simple, on va vous en parler dans quelques instants. En ce qui se passe en France, où c'est ultra réglementé, c'est ultra fermé, et puis des pays où c'est moins réglementé, notamment les pays latins, enfin latins, la France et les pays latins, mais en Espagne, par exemple, en Italie, ou les pays scandinaves, où c'est beaucoup plus libéral, eh bien, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, on discute à 27, 26 maintenant, ou 27, je ne sais plus très bien, toujours 27. Donc on est à une table ronde où on doit s'entendre sur effectivement les qualifications, les compétences, etc. etc. Donc c'est pas simple, mais on avance, on va vous en parler dans quelques instants. Je vais laisser la parole à Marc parce que là-dessus il est beaucoup plus à même que moi de vous éclairer sur les directives en la matière au niveau de l'espace européen. Voilà, donc un bref détour par l'Union européenne avant de revenir au cadre national. On ne va pas la faire trop longue sur ce point-ci. Mais donc, c'est bien ici, sur base de sa compétence en matière économique, que l'Union européenne est intervenue par cette directive 2005, modifiée en 2013. L'Union européenne, son objectif principal, c'est quand même l'union économique avant tout, c'est l'objectif de renforcer le marché intérieur et de promotionner la libre circulation des professionnels, en favorisant l'établissement, la liberté d'établissement et la libre circulation des travailleurs. Donc ce qu'elle a essayé de mettre en place par ces directives, et ce qu'elle continue à essayer de mettre en place et de favoriser le plus possible, c'est un système de reconnaissance mutuelle entre toutes les formations, toutes les reconnaissances qui peuvent exister à l'intérieur de chaque État membre. Donc la compétence de reconnaître et de réguler et de réglementer l'accès à la profession est bien une compétence d'État membre, mais la Commission, sur base de ces directives, va essayer de favoriser au maximum les échanges et la mobilité entre les différents États membres. Pour ce faire, elle a mis en place, c'est une nouveauté depuis 2013, une carte professionnelle européenne que chaque État membre a dû transposer dans son ordre juridique interne, on y viendra juste après, et a mis en place un système d'information du marché intérieur, donc un vaste logiciel informatique, IMI, dans lequel chaque État membre doit valider toutes les demandes qui viennent de l'étranger pour venir s'établir chez nous. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de profession réglementaire sur notre territoire, nous, autorités nationales compétentes en matière de sport, ont été désignées comme telles, nous devons valider la liberté, enfin la possibilité pour quelqu'un qui viendrait de l'étranger, en fonction de son cursus de formation, des diplômes qu'il a pu obtenir ou de sa formation continuée, nous devons valider si oui ou non il peut exercer cette profession, son métier chez nous. Tant la carte que le système IMI ont pour objectif de renforcer les synergies et la confiance entre les autorités compétentes. Donc, ce que tente de faire la Commission, c'est de lutter contre une certaine forme de protectionnisme de ces ressortissants nationaux dans certaines professions. On peut penser notamment au métier du ski, où forcément, là, la tentation des États qui ont la chance d'avoir des montagnes chez eux, c'est de protéger l'accès à la profession de ces métiers-là en mettant des conditions d'accès très très compliquées à atteindre pour les autres ressortissants.
tout à l'heure, on vous a parlé qu'on essayait, au sein de ces travaux, d'établir un cadre européen et de pouvoir se positionner dans le cadre. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux cadre EQF, traduit en français par le CEC, en anglais European Qualification Framework, en anglais cadre européen de certification. Alors déjà, dans la traduction, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Et d'ailleurs, ça demande un éclairage linguistique à ce sujet. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, c'est un cadre européen qui permet d'établir une grille de lecture, non pas des certifications comme le mot le traduit, mais plutôt des compétences. D'accord ? Et donc ça permet effectivement au sein de l'Union européenne de définir 8 niveaux de compétences auxquels on peut se référer, soit par des diplômes, des qualifications certifiées par une autorité publique. Un master en éducation physique, eh bien, on se situe au niveau 7 de l'échelle EQF, mais pas seulement par la voie diplômante, mais aussi par la reconnaissance professionnelle. Et donc, j'ai vu tout à l'heure Stéphane Dunoy, là-bas, qui travaille au consortium de validation des compétences. C'est un organisme un petit peu particulier, on va y revenir. Il y a le positionnement par la voie diplômante, mais également le positionnement par la voie de la reconnaissance de compétences par une autre voie, la validation des compétences par la voie professionnalisante. On va y revenir dans quelques instants. Donc, déjà important de savoir que l'Europe, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est important, on va un petit peu sortir du protectionnisme et effectivement de dire, ben oui, les diplômes, les barrières liées aux diplômes. Maintenant, l'Union dit, ben voilà, ok, il n'y a pas que les diplômes pour montrer les compétences de quelqu'un, mais attention, oui, pas les diplômes, mais malgré tout une forme de certification et de reconnaissance. Un exemple concret, effectivement, ben, la majorité d'entre vous êtes master ou licencié en éducation physique, en kiné ou que sais-je d'autre, ben, vous avez une certification qui vous positionne dans le cadre. Mais vous pouvez aussi obtenir une position dans le cadre sans avoir une qualification venant d'université. Et ça peut se comprendre. Ça veut dire qu'on imagine un entraîneur, un ancien sportif de haut niveau qui n'a pas eu l'occasion de faire d'études de haut niveau. Je vais le prendre dans mon domaine. Dans le cas du tennis, c'est excessivement compliqué de faire des études supérieures en étant joueur professionnel. Ça n'empêche pas que la personne peut développer des compétences très pointues, très élevées, par une autre voie que la filière universitaire, par exemple. Et donc, effectivement, l'Union est sur cette réflexion-là de dire, ben oui, effectivement, attention, dans le cadre des sportifs de niveau, par exemple, il faut pouvoir aussi les positionner et reconnaître leurs compétences qui n'ont pas acquises forcément par une voie diplômante. Et donc, quand on dit c'est un niveau de comparaison des qualifications, ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est plutôt un niveau de comparaison des compétences. D'accord ? Dans un premier temps, ce cadre se met sur le principe volontaire des États membres. Ça veut dire qu'il y a des recommandations qui sont faites par le Conseil auprès des États membres et de dire, ben voilà, comment faites-vous, vous, dans votre pays, pour positionner soit la voie diplômante, soit la voie de reconnaissance de compétences. Alors c'est un schéma relativement simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a derrière les niveaux de compétences, ici les 8 niveaux. Donc ça, c'est les 8 niveaux identifiés de manière générique par l'Union européenne. D'accord ? Un pays A, ici, établit son propre référencement national, ce qu'on appelle le cadre national de certification. Les Français, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, blablabla, mettent en place leur propre cadre et établissent une méthodologie pour se positionner dans le cadre européen. Ce qui permet de alors de pouvoir une lecture entre ben voilà, un champ de compétences visé dans le pays A, comment il se situe dans le pays B par l'intermédiaire d'un référencement européen. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Alors, les francophones ont été un petit peu en retard, voire beaucoup en retard par rapport aux néerlandophones, parce que eux, dès que la recommandation européenne est sortie, ils se sont penchés sur la question, et donc, au niveau francophone, on a mis un petit peu de temps. Alors, je vais être un petit peu critique sur le système, mais c'est pas grave. Donc on a créé, les autorités ont créé ce qu'on appelle un cadre francophone, le cadre francophone de certification par rapport au cadre européen. Alors 3-4 remarques. Première remarque, une très avantageuse, c'est que les francophones ont décidé de se calquer malgré tout sur ce qui se passait au nord du pays et ce qui se passait directement au niveau de l'Union européenne. Ce qui veut dire que les francophones ont également défini 8 niveaux de compétences. On aurait pu très bien imaginer que les autorités disent, ben oui, finalement, les Flamands en font 8, nous on fait 4, les Français ont fait 6, les Allemands, etc. Donc au bout du compte, quand même, ils ont tenu compte de ce qui se passait au nord du pays, donc à savoir une certaine harmonie au niveau national. Deuxième chose, moins rigolote ce coup-ci, c'est que
Il s'agit d'un accord de coopération, parce qu'on est en Belgique, donc c'est compliqué, la COCOF, les régions, les communautés, je vous passe les détails politiques. Même moi, je ne m'en sors pas trop. Marc, à peine mieux, je pense. Quand il s'agit de réfléchir à qui mettre autour de la table, ben, on a oublié de mettre les métiers du sport, de tenir compte des métiers du sport. Et donc, il a fallu une gymnastique politique pour dire oui, finalement, on les a oubliés, mais on va essayer de trouver un moyen pour pouvoir les rétablir dans le cadre. Et donc, il y a toute une procédure de positionnement pour tous les métiers, d'accord ? Et pour les métiers du sport, il y a eu un raccro en disant, ben, finalement, on va conférer ça, non pas à l'administration, non pas au ministre de tutelle, puisqu'on avait oublié que le ministre des Sports faisait aussi de la formation. On a dit, ben, le sport, ce n'est que l'enseignement. Ben non, pas de chance. Le ministre des Sports a dans sa tutelle, puisque le décret prévoit ça, eh bien, on fait aussi de la formation via le ministère. Et donc, on a conféré ça, le positionnement, pour le Conseil supérieur du sport. On fera un commentaire plus tard, off si vous voulez, mais voilà, il y a malgré tout le fait de pouvoir se positionner au niveau du cadre francophone. Alors, troisième remarque, c'est qu'effectivement, dans les 8 niveaux, on tient compte de ce que l'Europe a imposé. Ça veut dire on identifie pour les niveaux des savoirs et des aptitudes, et également le contexte dans lequel le travail s'opère, le niveau d'autonomie et le niveau de responsabilité. D'accord ? Et donc ça permet de positionner les compétences des personnes selon les 8 niveaux qui sont prévus par le cadre européen. Et donc, heureusement, on colle effectivement à ce qui se passe à la réalité européenne. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait 2 entrées possibles. Une entrée pour l'enseignement avec la reconnaissance diplômante, certifiante, et pour la formation professionnelle ou la reconnaissance des compétences par des organismes certifiés pour le faire. C'est un peu technique, désolé, mais comme ça vous met au moins le cadre dans lequel on est. Vous allez pouvoir voir sur quoi on peut déboucher. Alors, les discussions en cours, je vais revenir sur un exemple concret. 2 exemples concrets. Marc parlait tout à l'heure de la problématique, enfin, d'un exemple concret de ce qui se passait sur l'espace européen pour le ski alpin, enfin, pour le ski. Et donc, effectivement, les Français ont voulu bétonner parce que la réglementation française, on va en parler dans quelques instants, c'est très pointu. Il y a les brevets d'État, je peux exercer sous quelles conditions, etc. Alors que dans d'autres pays l'arc alpin, notamment en Italie ou en Espagne, c'est pas la même chose. Ok, Espagne, pas arc alpin, mais il y a quand même les Pyrénées où ils peuvent skier. L'Autriche ou l'Italie, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, réflexion à l'intérieur de l'espace européen, et on a créé ce qu'ils appellent un mémorandum entre les pays. Et donc, il y a une reconnaissance mutuelle des compétences sur base d'un groupe d'experts qui a dit, ben voilà, la formation de moniteur de ski alpin en Belgique vaut la formation de ski alpin en France, vaut la formation de ski en Italie, etc., etc. Et donc, ils ont fait une espèce de tronc commun d'analyse des niveaux de compétences des gens, à dire, ben voilà, sur cette base-là, un moniteur belge fait une demande particulière au niveau des autorités en France et peut exercer le métier de moniteur de ski sur l'arc alpin, même chose pour un Italien, etc., etc. Ça a pris 5 ans pour la mise en place, hein, ce type de fonctionnement. Mais comme Marc l'a dit, la volonté de l'Union, c'est de casser cela, parce qu'ils disent que c'est trop protectionniste par rapport à certains pays, d'autant plus que la France a mis des barrières un peu des bâtons dans les roues dans le processus. Autre exemple sur les métiers du fitness, puisqu'il y a un décret qui est sorti, il n'y a pas encore eu d'arrêté d'application, mais on s'est penché sur la problématique des salles de fitness. Vous êtes tous plus ou moins concernés par la problématique, parce que tout à l'heure, Mika a dit qu'il avait fait du fitness dans sa vie ultérieure. Généralement, les préparateurs physiques font un petit peu de fitness, et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait comme méthode de fitness? La problématique des salles low cost, pas d'accompagnement, blablabla. Et donc, on a interpellé les autorités pour dire oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les métiers du fitness? Et vous allez voir qu'on a trouvé une astuce pour pouvoir effectivement positionner les métiers du fitness directement en la matière. Dernière chose, vous allez me dire, mais oui, mais dans tout ça, finalement, nous, nos diplômes dans l'histoire, les diplômes qui viennent de la filière universitaire ou de hautes écoles, eh bien, trouvent de fait le positionnement dans le cadre européen. Donc ça veut dire que c'est facile, on peut se positionner. Les diplômes qui viennent en complément ou par la filière ministère des Sports, donc par la filière de l'administration des sports, doivent se positionner encore dans le cadre européen. C'est en bonne voie. Il est fort probable que l'on puisse positionner, on sera à peu près là, le niveau entraîneur sur le niveau 5 ou 6 de l'EQF, le niveau éducateur, donc le niveau réformé au niveau 4, le niveau initiateur au niveau 3,
et le niveau animateur au niveau 2 ou 3, on va voir un petit peu comment on le positionner. Donc ça veut dire qu'on est en bonne voie, les discussions sont en cours pour que la reconnaissance des brevets octroyés par notre administration, effectivement, puisse se positionner dans le cadre francophone et donc dès là, dans le cadre européen. Je repasse la parole à Marc, je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment l'entourloupe qu'on a trouvé pour pouvoir travailler avec les métiers du fitness, mais il va vous faire un topo sur les métiers, la réglementation des métiers en Belgique. Il nous reste 5 minutes, donc ça va être un petit peu juste. Je pense qu'il y a des choses qu'on abordera du coup dans la table ronde après. Donc juste pour préciser qu'en Belgique, nous avons effectivement une législation, 12 février 2008, qui instaure un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Et donc il y a en Belgique une bonne cinquantaine de métiers qui sont réglementés, dont l'accès est protégé. Il n'y en a aucun de ces métiers-là qui est en relation avec le sport. Il concerne principalement des métiers en lien avec la santé ou pour lesquels la sécurité des bénéficiaires est en jeu. Donc c'est la loi qui transpose cette fameuse directive. Dans le temps est parti, je vais peut-être passer toute la partie sur les SFMQ, donc effectivement tout ce positionnement des métiers du sport, le travail qui a été fait. Donc vous voyez tous les métiers qui ont été abordés pour lesquels il y a une demande de positionnement qui devra être traitée au fur et à mesure des cas qui seront posés. Un petit mot sur la valorisation. Et sinon, je vais aller directement sur ce qu'il est possible. On va passer aussi. Voilà, donc 2 exemples qui peuvent servir effectivement de source d'inspiration. Certains les connaissent peut-être parmi vous. C'est l'association suisse des préparateurs physiques. Donc là, ils ont ils ont limité l'accès à cette association aux préparateurs physiques, avec une association qui s'est créée de manière indépendante et autonome, avec pour objectif de promouvoir le métier de préparateur physique, de devenir un label de qualité de prestations en préparation physique pour les membres, d'attester un certain niveau d'expertise, de représenter les intérêts des membres et faciliter leur reconnaissance auprès des instances politiques, et de créer une plateforme de discussion et d'échange entre les membres. On reconnaît dans ces objectifs pas mal d'éléments qui ont été avancés tout à l'heure dans EP Cube, donc il y a certaines choses effectivement qui sont déjà similaires. Pour devenir membre de l'association suisse des préparateurs physiques, ils ont déterminé quelles en étaient les conditions. Conditions de diplôme, de formation forcément, de pratique. Voilà, ils mettent un niveau de 200 heures de pratique. Nos amis canadiens ne font pas autre chose avec leur association canadienne des entraîneurs, au travers de leur objectif général lié à la formation et la certification des formations qui est mise en place. Ils ont un objectif prioritaire, c'est de mettre en valeur la profession d'entraîneur et d'entraîneureux, très attentif à l'égalité des genres. Donc là, champ d'application beaucoup plus large, qu'on vise l'ensemble des entraîneurs pour l'ensemble des disciplines. Et l'ACE s'emploie à faire progresser la profession d'entraîneur et de déterminer la désignation officielle d'entraîneur professionnel agréé. Donc là, c'est important par rapport à l'exemple suisse. Là, on parle bien de gens qui ont une pratique professionnelle, donc contre rémunération. De la même manière, ils ont établi quels étaient les critères d'admissibilité pour devenir membre de cette association. Donc en fonction des différents scénarios, en fonction des différents cursus, comment est-ce qu'on peut devenir membre de cette association. Sur base de ces 2 exemples, pourquoi pas réfléchir, et j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà fait, à créer et éventuellement agréer une association francophone, à voir le champ d'application que vous souhaitez y mettre. Il y a un dispositif existant, donc si vous souhaitez créer une association, libre à vous de le faire, ça a déjà été fait dans le cas de P-Cube, liberté d'association, vous créez une ASBL et vous en faites ce que vous voulez à condition de rester dans les limites des bonnes vies et mœurs. Mais si vous souhaitez agréer cette association en tant qu'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il y a certains critères à respecter, et je les ai repris ici. Donc c'est un critère de représentation, donc il faut être suffisamment représentatif du secteur que vous souhaitez représenter. Être principalement composé d'indépendants, je crois que c'est 50% d'indépendants, jouir de la personnalité juridique, ce sera le cas si vous êtes en SBL, être une organisation librement constituée et indépendante des autorités publiques, donc forcément de l'ADEPS dans le mouvement du sport, donc c'est quelque chose qui est fait de manière tout à fait libre et indépendante, et représentative du secteur. Alors quels sont les avantages de cette agréation ? C'est de faire partie et de participer aux travaux du Conseil supérieur des indépendants et des PME, d'être réellement représentatif du secteur, que ce soit auprès des opérateurs privés et publics, de vous assurer une certaine visibilité,
voilà, on parlait chez les Suisses de garantir certains niveaux de qualité. Donc les membres forcément de cette association seraient garants d'une certaine qualité de service qu'ils pourraient produire. C'est également aussi une manière de protéger les titres de préparateur physique ou d'entraîneur en fonction du champ que vous souhaitez donner à cette association. C'est également, encore un dernier petit mot, sur le Conseil supérieur des indépendants et des PME, donc, dans lequel l'association, une fois qu'elle est agréée, peut siéger. Donc, 3 missions principales. C'est une mission de concertation, donc c'est une mission d'avis auprès du gouvernement fédéral principalement, de conseiller l'ensemble des membres. Actuellement, il y a 170 associations professionnelles et interprofessionnelles qui sont agréées, qui sont donc participantes à ce Conseil supérieur, et forcément de représenter l'intérêt. Mais c'est également là, éventuellement, que pourra être menées des discussions et prendre les conseils si vous souhaitez passer à l'étape plus loin de demander alors là une véritable réglementation d'accès à la profession. Voilà, donc il y a des conditions là, supplémentaires qui peuvent être faites, et c'est au niveau de ce Conseil supérieur-là des indépendants que peuvent être discutés et être rendu un avis sur cette éventuelle question. Mais donc là, c'est bien 2 voies différentes, agréation d'une association professionnelle, ou alors effectivement là une régulation de l'accès à la profession. Je voudrais juste rajouter encore un petit point, et c'est bien finalement qu'on soit passé par là, on pouvait rentrer un petit peu par où vous voulez dans l'exposé. Tout à l'heure, on a sauté un point important de ce qui se passait au niveau francophone. On va y revenir dans quelques instants. Oh. Bon, l'ordinateur est fatigué. Hein. Ah. Un organisme très important au niveau francophone qui s'appelle le Service francophone des métiers et qualifications. Voilà ses objectifs. Et donc, réaliser des profils métiers. D'accord ? Et donc, pour établir un profil métier, ça se fait sur base de la représentation. Et notamment le cadre lié à l'emploi. Et donc, le fait de créer aussi une association soit de préparateurs physiques, soit d'entraîneurs au plus sens large du terme, permettrait également de rentrer dans cet organisme-là en tant que secteur, en tant que métier, d'accord ? Et effectivement est une partie prenante aux discussions du fameux service francophone des métiers et qualifications qui entame les travaux à partir du moment seul où il y a une demande du secteur. Je reviens à mon exemple tout à l'heure, le fitness a pu fonctionner parce qu'il y a une demande du secteur de dire voilà, on veut organiser le métier, on va avoir une lisibilité des métiers du fitness, et de là embrayer sur des stratégies de formation et des reconnaissances de formation et des certifications de formation. Et donc, effectivement, si on a un conseil à vous donner par rapport à ça, même si on est un peu jugé parti, puisque je suis certainement partie de la réflexion, eh bien, effectivement, faire une association de préparateurs physiques limitera trop peu le champ. C'est-à-dire qu'on va avoir 150, je ne sais pas, actuellement au RPQ, il y a 100, 150 personnes, ou 200 personnes qui pourraient effectivement être concernées par un emploi dans le domaine. Par contre, si on envisage un champ plus large des entraîneurs, où on sait que, par exemple, le foot a déjà créé une association des entraîneurs avec un objectif à court terme de 1000 personnes. Je sais que l'athlétisme, le GFA, c'est combien, Boris ? Quand même une centaine de personnes ? Une centaine. Bref, si on menait les fédérations ou les titres d'entraîneurs avec des gens effectivement qui sont qualifiés soit par la voie masterisante ou bachelier ou réellement le titre le plus élevé d'entraîneur via l'administration, ça constituera un groupe de personnes qui peuvent effectivement se faire valoir en tant que métier et de métier. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, le métier, d'accord ? Et donc éventuellement se positionner dans le cas de CFMQ avec le petit bémol quand même si c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, c'est que le SFMQ va dire mais oui, mais ce niveau de compétence-là n'est pas vraiment de notre ressort, puisqu'actuellement, ils sont tellement débordés de demandes de positionnement métier qui s'occupent des niveaux relativement faibles dans le positionnement à l'Europe, ça veut dire maximum jusqu'à l'EQF4. Mais ceci étant, s'il y a une demande du secteur, ils vont devoir l'appréhender et se pencher là-dessus. Voilà, désolé, c'est un peu technique comme exposé, mais au moins ça met le cadre et ça surtout vous propose une perspective en matière de reconnaissance ou de lecture de ce que l'on fait effectivement sur le terrain en tant qu'entraîneur ou en tant que préparateur physique. Je crois
On peut les applaudir. Hein. Vous n'entendez pas mon signal? Voilà. C'est toujours difficile de passer après parce que les autres sont trop longs et donc on est obligé de raccourcir et de sacrifier des choses aussi importantes. Enfin, peu importe. Je vous propose 2 questions très pratiques, si c'est possible, que vous voudriez poser à l'administration, sachant qu'il en restera beaucoup en suspens. Bonjour, je suis Quentin Gaspard, je suis étudiant ici à l'Université de Liège. Je voudrais savoir en fait concrètement quelles sont les prochaines échéances par rapport à ce dont vous venez de parler. Alors, si toi tu es étudiant ici et on l'espère lauréat d'un diplôme dans peu de temps, tu n'as pas trop de soucis à te faire parce que par la voie de la reconnaissance, de la certification masterisante, tu seras positionné sur le QF et donc tu rentreras dans la logique Europass. Donc tu auras un positionnement, d'ailleurs dans l'Europass actuellement on vous demande le positionnement EQF. L'Europass c'est une espèce de carte d'identité de compétences qui vaut pour toute l'Europe. Okay. Maintenant concernant le positionnement des brevets ADEPS, appelons ça comme ça, ou des diplômes ADEPS, c'est-à-dire que l'organisme de positionnement dans le cadre de notre certification est prêt à nous accueillir. Donc ça demande maintenant du travail du fameux Conseil supérieur des sports, mais aussi des fédérations pour un petit peu s'adapter en termes de réglementation administrative. Je vous passe les détails, 2 éléments. Dans la réforme, on a fait un énorme travail qui a paru un peu rébarbatif pour les fédés d'établir ce qu'on appelle des référentiels de formation, de travailler par registre de compétences, un petit peu comme ça se fait dans toutes les formations professionnalisantes. D'accord ? Et donc, il y a une exigence pour se positionner dans le cadre francophone. Et donc, on est tout prêt. C'est-à-dire qu'il y a des fédérations très avancées qui ont des grosses ressources, qui sont déjà prêtes à se positionner, d'autres qui font un petit peu aider. Et donc, la démarche est prête. Petit scoop, mais enfin, ce n'est pas vraiment un scoop. Le ministre, actuellement, a pris la mesure de l'importance du positionnement des métiers du sport, en tout cas des cadres sportifs, et donc a débloqué un budget vraiment important sur cette législature-ci pour que les fédés puissent effectivement se positionner. C'est un des axes prioritaires de sa politique. Voilà. Accident de travail. Bonjour, je suis étudiant à l'Université de Bruxelles en sciences de la motricité. Est-ce qu'au niveau européen, donc pour la mise en place de l'échelle EQF, est-ce que ça aussi l'aspect international a été pris en compte pour, par exemple, imaginons un diplômé donc, en éducation physique qui est normalement de niveau 7, il pourrait travailler directement dans un pays, par exemple, comme le Canada, qui est hors Europe, si on peut dire, avec peu ou voire pas d'équivalent, si on peut dire, à ce niveau-là. Alors actuellement, ce qui est prévu, c'est effectivement au sein de l'espace européen, d'accord ? Mais prenons des exemples concrets. Nous, on est concernés par des demandes d'équivalence de pays nord-africains. Donc on a des gens d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie qui nous demandent pour se positionner. Alors il faut qu'on soit vigilant, c'est une recommandation de l'Europe aussi, attention, parce qu'on rentre par un pays pour une reconnaissance et puis après, par rebond, on peut se faire reconnaître dans les d'autres pays. Donc ce qui est recommandé au niveau de l'espace européen, c'est d'avoir un système de ce qu'on appelle de valorisation d'acquis d'expérience et de formation. Et donc de mettre une procédure stricte, de vraiment s'assurer que les personnes qui ont un diplôme ou une certification ou qui peuvent faire valoir des compétences se fassent sous une procédure relativement pointue. Et donc, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais mon collègue Stéphane Nunois, là au-dessus, voilà, qui travaille au consortium de validation des compétences. Comme le nom l'indique, c'est un consortium qui réfléchit comment valider les compétences autres que par une filière diplômante universitaire ou bachelier, par exemple. Et donc, il y a des procédures strictes pour effectivement reconnaître la compétence de quelqu'un. Et donc, un ressortissant hors espace européen passerait par ce type de procédure. Ok, merci. Bien, ce que je propose peut-être, s'il y a d'autres questions, c'est qu'on puisse venir les poser directement à William et à Marc
pendant le petit quart d'heure de café